OK. C'est bon. Bien, donc on a vu donc le processus de génération. On est clair, l'électron, en fait, l'énergie, en fait, qui est caractérisée par en fait, un photon, est donc absorbée par un électron. C'est ça qui permet à l'électron de quitter la bande de valence et pour partir au niveau donc, de la bande de conduction. Dans son déplacement, il laisse derrière lui un déficit d'énergie, un déficit donc de charge, autant pour moi, un déficit donc de charge. C'est ce déficit donc de charge-là qui est caractérisé donc par un trou. On dit aussi, on a un trou ici, qu'on mentionne ici par un plus ici, un trou, un déficit donc de charge. Donc là, on a un trou et là, on a un électron. Donc voilà le premier processus. Donc on génère une paire électron-trou. Maintenant, on va voir les autres processus. Processus donc de la séparation, la recombinaison, la collecte. Comment se font tous ces processus? Donc on va considérer donc notre matériau semi-conducteur. Donc c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Alors, quand on éclaire, donc on observe ici, tout le monde voit le premier processus ici. On a la création d'une paire électron-trou. Donc c'est ça le trou, et ça sont donc l'électron. Alors, dans le mouvement, une fois que vous éclairez, vous observez partout, au niveau donc du matériau semi-conducteur, vous avez à chaque fois donc une paire d'électrons partout. Et le mouvement se fait de façon donc aléatoire. Alors, ce faisant donc de façon donc aléatoire, ça veut dire qu'il va arriver un moment, en fait, il arrive au moment où dans le matériau semi-conducteur que par hasard, un électron rencontre donc un trou. Et donc, s'ils se rencontrent, ça veut dire qu'ils vont donc se neutraliser. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle donc une recombinaison d'une paire électron-trou. Donc, c'est ce qu'on a mentionné donc ici. Donc là, on a un processus donc de recombinaison, qui est donc le troisième processus en réalité. Maintenant, la séparation va intervenir quand? La séparation, on en parle quand est-ce? Comme le montre ici donc la figure. Vous avez donc éclairé partout des paires électrons donc trous. Ça veut dire que dans leur mouvement, le dispositif est fait donc de sorte que il y a des mouvements privilégiés pour les électrons, donc c'est dans ce sens-là, et un mouvement privilégié pour les. Donc il faut les séparer. Si on ne les sépare pas, on ne pourra pas donc collecter le courant. Donc c'est pourquoi on crée donc il faut mettre un dispositif donc qui permet donc de créer donc de mettre en exergue donc le processus donc de séparer. Autrement dit donc il faut séparer. Donc ce qui est visible ici au niveau donc de 3 et de 3. Ici là donc là on a le mouvement privilégié des électrons. Et là, le mouvement privilégié donc, des trous. Donc les trous, les électrons vont se déplacer, ils vont donc traverser ici, donc ce que vous voyez ici en pointillé, on l'appelle membrane. Plus loin, plus tard, donc quand vous allez voir donc, la physique donc, des semi-conducteurs carrément, ici donc, on va l'appeler donc jonction. Donc ça permet, donc ça crée un filtre, il ne laisse passer que les électrons. Et là, cette membrane ne laisse passer que les trous. Donc là, vous séparez. Donc on est donc dans le processus donc de séparation. Une fois maintenant que ceci est fait, alors les électrons passent, donc les trous passent de l'autre côté. Donc un électron qui passe ici, ce qu'il va faire, il va donc se déplacer. Oh là là. Il va se déplacer. Il arrive, étant donné que vous avez mis vos grilles, il va parcourir, il est en déplacement, donc jusqu'à ce niveau. Une fois qu'il arrive à ce niveau, auparavant un trou avait traversé, ils vont donc se rencontrer et se neutraliser. Alors ça, c'est pas, en fait, ils se rencontrent, évidemment c'est une recombinaison, mais ce n'est pas une recombinaison dans le sens d'électrons et trous perdus. C'est différent donc de cette recombinaison-là. Ici donc, ils vont simplement donc se rencontrer. Alors, c'est une recombinaison, mais pas dans le sens donc de perdre. C'est une recombinaison qui perd, parce que simplement, l'électron s'est déplacé, ils rencontrent ici donc un trou. Cette recombinaison-là, elle est observée si et seulement si l'électron a parcouru le circuit électrique. Donc c'est en parcourant donc le circuit électrique là que vous observez donc que le courant donc est produit. Voilà donc les différents processus donc qui
entre en jeu dans le dispositif. La génération, la séparation, c'est au niveau donc de ces membranes. Ensuite, les recombinaisons qui sont visibles en 2 ici, mais aussi donc en 5. C'est-à-dire en 2 et en 5, on a les recombinaisons. Maintenant, ces recombinaisons, ça veut dire que cet électron et ce trou-là, ils sont perdus parce qu'ils ne contribuent pas à la production du courant électrique. Mais par contre, cette recombinaison, évidemment, électrons et trous, eux, ils participent ici à la production du courant parce que vous avez en permanence une génération, la séparation elle est faite, donc à tout moment vous allez avoir des électrons qui vont traverser, ils viennent ici, ils rencontrent donc un trou. Donc c'est une recombinaison, mais ces particules-là, donc ces portes de charge, eux, ils participent donc à la production du courant électrique. Donc voilà les différents processus. Alors, maintenant ce qu'il faut remarquer, c'est que ici en fait, la thermalisation constitue vraiment un des principaux mécanismes donc, de perte. La thermalisation et la non-conversion donc, des photons d'énergie inférieure ici à EG constituent donc les principaux mécanismes de perte. C'est-à-dire que vous avez votre photon, autrement dit votre lumière, caractérisée par une énergie H nu. H nu peut être inférieur en fait à EG. Dans ce cas-là, on a une non-conversion. Donc, ce n'est pas absorbé. Vous pouvez aussi avoir une énergie dont le photon a une énergie H nu qui est supérieure donc, à l'énergie de gap, à la largeur de la bande interdite. Donc, ça veut dire qu'il y aura une quantité d'énergie qui va servir qui sera donc va servir de thermalisation, de réchauffement du matériau semi-conducteur. Donc ces deux-là constituent vraiment les principaux mécanismes de perte. Pour exemple, ici, une seule bande interdite, par exemple, pour une seule bande interdite, 50% de la radiation solaire incidente est perdue du fait simplement de ces deux mécanismes-là. Donc ça veut dire qu'ici, thermalisation et non-conversion vraiment constituent les principaux mécanismes de perte. Maintenant, voilà donc tout le travail, bien entendu, des physiciens. Voilà, c'est surtout de maîtriser, d'avoir une maîtrise sur ces deux mécanismes de perte-là. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits parce qu'on l'a vu donc dans l'histoire, dans l'historique de la production photovoltaïque. Voilà, initialement, on est parti de 1%. Aujourd'hui, voilà, dans certains laboratoires, voilà, on est jusqu'à 42% au labo. Quand ça sort en conditions réelles, voilà, donc il y a certains rendements jusqu'à 30% selon évidemment la technologie qui est utilisée. Donc ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais c'est insuffisant. Alors les principaux maintenant paramètres qui entrent en jeu dans la fabrication de la... Parce que là aussi c'est très important, il faut maîtriser ces paramètres-là pour avoir une bonne cellule, évidemment donc pour avoir une bonne production photovoltaïque. Il y a, donc ces paramètres sont la concentration des atomes d'honneur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour avoir une cellule solaire, il faut, plusieurs couches. Voilà, donc il faut plusieurs couches. Ces couches, c'est une couche N et une couche P particulièrement. Donc couche N, vous dopez par des atomes d'honneur, couche P, vous dopez par des atomes accepteurs. Donc il y a la concentration des atomes d'honneur, il y a la concentration des atomes accepteurs, D c'est comme donneur, A est comme accepteur. Il y a aussi les paramètres de transport, dont la mobilité qui est due à la déviation. Il y a aussi le coefficient de diffusion qui est dû à la diffusion. Parce qu'une cellule solaire, champ mode photovoltaïque, en fait c'est ça, surtout donc cellule solaire. La cellule peut être soumise à un champ électrique, à un champ magnétique ou bien à une onde électromagnétique. Si tel est le cas, forcément il y a une déviation. Donc c'est pourquoi ici on parle donc de mobilité de la cellule solaire. Maintenant, évidemment, la cellule, quoi qu'il en soit, dès que vous éclairez, il y a donc systématiquement une diffusion des porteurs. Donc cette diffusion-là est caractérisée ici par un coefficient de diffusion. Il y a maintenant les paramètres qui sont liés donc au processus de génération et de recombinaison. Dans ce processus, il y a la durée de vie des porteurs. Quand on dit durée de vie, vous éclairez, une fois que l'éclairement est fait, vous générez des porteurs. Ils connaissent une durée de vie, soit pour se recombiner, mais aussi pour traverser
le matériau, se déplacer au sein du matériau semi-conducteur et contribuer à la production du courant photovoltaïque. Donc ceci est caractérisé donc par la durée de vie, mais aussi il y a le fait donc qu'il se déplace au sein du matériau semi-conducteur, soit pour se recombiner ou bien pour traverser tout le matériau et contribuer à la production du courant photovoltaïque. Évidemment, tout ceci est lié donc à la longueur donc de diffusion dans le cas d'une diffusion. Il y a aussi les paramètres qui sont liés à l'indice de gap. Hein? L'indice de gap, mais aussi l'indice de réfraction. Parce que vous éclairez, il y a donc des réflexions et des réfractions. Voilà, donc l'indice de réfraction ici est caractérisé donc par K, qui est le coefficient d'absorption. Hein? K, du moins, qui est lié au coefficient d'absorption alpha. K, lui, c'est le vecteur. Donc voilà donc les principaux, ce n'est pas les seuls, mais ce sont les principaux paramètres dans la fabrication et la performance donc, de la cellule solaire. Donc, c'est des paramètres, évidemment, à maîtriser, donc à connaître. Bien, alors, on va maintenant quelques exemples de cellules solaires, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la cellule conventionnelle, N plus P. Donc, ça veut dire que c'est une couche N. On prend donc, c'est un dopage intense, voilà, par des atomes donneurs. P, c'est un dopage par des atomes accepteurs. Il y a la cellule bifaciale, NPP+. Bifaciale, ça veut dire que c'est une cellule qui reçoit l'éclairement par ces deux faces, la face avant, la face arrière, ou bien donc simultanément par ces deux faces. Il y a la cellule à jonction verticale. Ici, donc, les jonctions sont verticales et la cellule reçoit un éclairement qui se fait donc verticalement. Hein. La direction donc de l'éclairement, elle est parallèle donc à la jonction, ce qui n'est pas le cas ici de ces cellules. Donc, ces cellules-là, on les nomme donc cellules à jonction horizontale, parce que l'éclairement ne peut pas être vertical donc à la direction de la jonction. Il y a aussi les cellules tandem. Il y a les cellules à couche mince, l'exemple des cellules perovskites. Il y a les cellules de Grad-Cell, voilà, qui sont donc des systèmes photoélectrochimiques, hein, voilà, à l'image donc de la photosynthèse. Il y a les cellules organiques, voilà, qui sont des cellules récentes, mais qui sont quand même très en avance hein, en termes donc de production, donc en termes donc d'évolution du rendement photovoltaïque. Alors, ici, on donne un exemple, une illustration d'une cellule NP. Comment donc ça fonctionne? Voilà, là, on a fait une coupe, voilà, spatiale, hein, donc de la cellule. Ici, on observe carrément donc, les différentes couches, la couche P et la couche donc, N, un peu en bleu. Vous avez le revêtement anti